Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Éléments de constat de la culture mimétique. Le miel ne dit pas de lui-même qu'il est délicieux. Adage Soussou. Il est un fait incontestable de dire que l'ouverture des pays africains au reste du monde a provoqué de profonds bouleversements au sein de leur communauté. Ces mutations ne sont pas seulement politiques et économiques. Elles sont perceptibles aussi dans les habitudes de consommation, les mœurs et comportements des individus. On assiste à une véritable métamorphose du corps social. Si certains de ces changements peuvent être qualifiés de positifs, il en est d'autres cependant qui représentent à nos yeux un danger, car susceptibles de compromettre à terme le développement harmonieux de nos sociétés. Il s'agit notamment de l'adoption mimétique du modèle occidental de comportement, qui s'enracine de plus en plus dans toutes les couches sociales. Particulièrement marqué dans les villes, le phénomène gagne les profondeurs de nos campagnes. Aucun domaine ou secteur de la vie n'est épargné. Depuis les modes vestimentaires jusqu'aux loisirs et divertissements, en passant par l'alimentation, l'habitat, l'éducation ou la communication, tout se réfère au modèle occidental. Les Africains dans leur grande majorité, semblent comme atteints d'un syndrome viral de l'imitation, qui inhibe en eux tout esprit critique et tout sens de discernement face aux modèles et courants provenant de l'Occident. En voici quelques éléments de constat. Dans le domaine de l'habillement. Si à l'origine l'habillement était considéré comme un moyen de couvrir la pudeur découlant de l'état de nudité et de se protéger contre les intempéries saisonnières, de nos jours il devient un signe de distinction sociale, un élément d'appartenance à une culture et d'affirmation de la fierté d'une nation. De nombreux peuples de par le monde s'appliquent à soigner leur image à travers la promotion et la fidélité à leur mode vestimentaire en tant que marque identitaire. Dans les sociétés africaines de façon générale, nous assistons à un abandon graduel des modèles vestimentaires typiquement africains, au profit de ceux de l'Occident. Chez les jeunes, cette évolution se fait vers une certaine extravagance qui heurte les traditions établies dans ce domaine. En effet, il est devenu courant de voir des jeunes filles, dont le désir de paraître moderne les pousse à des habillements qui offensent parfois le regard. Pantalons collants, jupes étriquées, corsages laissant partiellement apparaître les seins ou le bas-ventre, telles sont leurs tenues de choix, par lesquelles elles affirment leur modernité. Il n'est pas rare aussi de rencontrer des jeunes, portant des pantalons ou des culottes dont la ceinture descend sous les fesses. Chez les hauts cadres de l'État, la veste-cravate s'est pratiquement imposée comme la tenue correcte par excellence, perçue comme une marque de modernité. Cette tendance s'observe surtout lors des cérémonies d'accueil et de départ des hôtes à l'aéroport, à l'ouverture et à la clôture des séminaires ou conférences, à la signature des conventions et protocoles d'accord, à l'occasion des déclarations ou d'interviews à la télévision. Il en est de même lors des rencontres interafricaines, au cours desquelles les personnalités habillées dans les tenues nationales de leur pays se comptent au bout des doigts. On a comme l'impression que les intellectuels et dirigeants africains considèrent le style vestimentaire africain peu gratifiant ou pas décent pour les événements solennels, même sur leur propre terre, encore plus chez les autres. En outre, il s'est établi comme une règle sacro-sainte pour les journalistes africains de l'audiovisuel, de ne présenter le journal télévisé et les autres émissions spécialisées qu'en veste-cravate. Ce n'est que quelques rares fois qu'on peut les voir au petit écran en tenues africaines, occultant en cela leur vocation de messagers d'une culture et d'une civilisation, au-delà de leur rôle de communicateurs. On pourrait évoquer aussi le cas de l'introduction progressive des tenues occidentales dans certaines écoles privées à Conakry, où les élèves sont tenus d'être vêtus de gilets noirs sur chemise blanche avec cravate nœud papillon. Même observation chez les étudiants sortant des universités, avec pour règle le port de toge avec bonnet confectionné selon le style occidental. Ce phénomène de mimétisme se répand à un moment où nos tisserands et nos teinturières, nos tailleurs et nos modélistes rivalisent d'imagination et de talent, pour proposer des tenues africaines, dont le charme et l'élégance n'ont rien à envier aux modèles étrangers. J'en ai eu la preuve lors de plusieurs voyages effectués dans de nombreuses capitales et villes européennes et asiatiques, voyages au cours desquels, toutes les fois que les conditions climatiques le permettaient, je portais des tenues africaines,
tantôt le basin brodé, tantôt le boubou kindili ou forêt sacrée, ou encore le lépi. J'eus le plaisir de constater que ce soit dans la rue, dans les restaurants, dans les salles de conférences ou sur les sites touristiques, j'étais l'objet d'une grande admiration, témoignée à travers de chaleureux compliments de la part des personnes rencontrées. Je garde en mémoire le souvenir que m'ont laissé les séjours passés au Québec au Canada, à Venise en Italie, à Genève à la faveur des Assemblées mondiales de la santé. Plus remarquable encore a été l'intérêt suscité lors des visites en Chine, notamment à la Grande Muraille, au tombeau des Ming, à la Cité interdite, au Temple du Ciel, pour ne citer que celle-là. À toutes ces occasions, j'ai été impressionné par l'amabilité avec laquelle j'étais prié par plusieurs groupes de personnes d'accepter de prendre des photos en leur compagnie, simplement à cause de la forte sensation que produisait le type très particulier de tenue que je portais et qu'ils trouvaient admirable. Comme pour dire que dans le village planétaire de notre époque, l'uniformité à l'occidentale laisse de plus en plus le monde indifférent. Ce sont plutôt les originalités qui sont recherchées et appréciées. À cet égard, ce n'est point vanité d'affirmer que l'Afrique dispose dans ce domaine du potentiel à revendre. Il reste que les Africains en prennent conscience et s'engagent à le mettre en valeur. Dans le domaine du maquillage, on note chez les jeunes filles et les femmes de la quasi-totalité des villes africaines l'utilisation généralisée des produits cosmétiques d'origine étrangère, qui ne tient pas toujours compte des différences de peau entre la femme noire et la femme blanche. De nombreux dermatologues africains ont en effet établi que les fards conçus pour la femme blanche ne peuvent pas convenir à la femme noire, non seulement à cause des caractéristiques histologiques qui lui sont propres, mais aussi à cause des conditions climatiques très différentes auxquelles devront résister les produits de maquillage. À la place des adoucissants traditionnels de la peau, notamment ceux à base de beurre de karité par exemple, se sont littéralement imposés à coups de publicité des crèmes blanchissantes importées, souvent responsables de lésions cutanées difficiles à corriger. Dans le domaine de l'alimentation, l'observation montre le même constat. Les élites urbaines, influencées par les progrès de l'industrie alimentaire occidentale, ont presque radicalement modifié leurs habitudes alimentaires et ont tendance à consommer des produits sucrés raffinés, des aliments riches en graisse et à forte teneur en sel. Des boîtes de conserve de toutes sortes, ainsi que des jus de fruits de toutes marques inondent les marchés, attirant une clientèle toujours plus nombreuse. Le pain, le beurre, la mayonnaise, ainsi que le sucre ont conquis même les villages, aux dépens du manioc, de la patate, de l'igname et du miel. Les tisanes de Kinkeliba, aux vertus combien bénéfiques pour la santé, ont cédé la place aux tasses de Nescafé importées. Depuis l'avènement des biscuits, des bonbons, du chocolat et des crèmes glacées, les enfants des familles aisées ne connaissent plus les galettes à base de farine de riz, de mil ou de maïs, ni les fruits sauvages du terroir. Au nom de la modernité, l'allaitement maternel dont les bienfaits pour le développement psychomoteur et affectif du nourrisson demeurent incontestés, tend à être prématurément délaissé au profit de l'allaitement par le biberon, prédisposant les enfants à certaines maladies infectieuses et nutritionnelles pourtant évitables. En Guinée comme partout ailleurs en Afrique, dans la plupart des restaurants d'un certain standing, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, les petits pois, les spaghettis et les pommes frites constituent l'essentiel des menus. La cuisine du terroir, comme le riz avec sauce, purée de patates ou de manioc, fognon imprégné de gombo, pour ne citer que cela, est quasiment absente. Il est vrai que certaines spécialités culinaires typiquement africaines commencent à figurer parmi les plats de résistance dans de nombreux restaurants en Afrique de l'Ouest. C'est le cas du TCHE accent aigu BO Udion et du Yassa d'origine sénégalaise, de l'Atiéké et du KE accent aigu DJE accent aigu NOU de Côte d'Ivoire. Mais il faut avouer qu'il s'agit là d'une évolution lente et trop insuffisante, lorsque l'on considère l'extrême diversité des recettes gastronomiques dont disposent les communautés africaines. Que dire des boissons alcoolisées d'importation, sinon qu'elles ont pris une place prépondérante, perçue comme une autre marque de modernité. Hommes, femmes et adolescents, tous s'y adonnent parfois sans mesure. Les barrières religieuses qui limitaient jadis leur consommation sont presque toutes tombées de nos jours. Le réflexe traditionnel qui poussait spontanément à consulter un voisin, un parent ou un ami pour recevoir des conseils dans les situations de frustration ou de stress,
cèdent de plus en plus au recours à la cigarette ou à l'alcool qui sont pris pour des palliatifs. Dans certains villages, la bière et les liqueurs à degré alcoolique plus élevé ont tendance à remplacer le vin de palme local, considéré comme la boisson des non-émancipés. Ces bouleversements intervenus dans les habitudes alimentaires mériteraient à notre avis de bénéficier d'une plus grande attention, dans la mesure où ils posent de graves problèmes de santé publique. De nombreux spécialistes en nutrition ont en effet démontré que cette tendance manifeste de renoncement à l'alimentation traditionnelle au profit des produits importés, dans un contexte où il n'existe presque pas de structure de contrôle de qualité opérationnelle et fiable, constitue un facteur épidémiologique majeur, car responsable dans une large mesure de la progression actuellement constatée au niveau de certaines maladies métaboliques et cardiovasculaires, jadis peu connues dans nos sociétés traditionnelles. Il s'agit notamment de l'obésité, du diabète sucré, de l'hypertension artérielle, des cardiopathies coronariennes, des accidents vasculaires cérébraux et autres maladies de suralimentation des pays de l'Occident. Dans le domaine des langues, le constat révèle un engouement croissant pour les langues européennes au détriment des langues nationales. Dans beaucoup de familles d'intellectuels, les enfants ne sont autorisés à parler qu'en français. Certains parmi eux ont même adopté de grasseyers en s'exprimant. Considérée comme langue de culture, la maîtrise du français ou de l'anglais conférerait prestige et considération. De ce fait, les moindres erreurs de grammaire et de vocabulaire commises dans ces langues sont souvent assimilées à une grave ignorance pour leurs auteurs. À l'opposé, la connaissance superficielle des langues africaines locales est largement tolérée. S'il est vrai que l'introduction des langues européennes dans les sociétés africaines a favorisé l'accès aux savoirs scientifiques et techniques, puis permis de communiquer avec les autres peuples de par le monde, il faut aussi reconnaître qu'elle a eu pour effet pervers d'induire une médiocrité dans la pratique des langues africaines par bon nombre d'intellectuels africains. Souvent, leur performance dans ce domaine est inversement proportionnelle à leur degré de culture intellectuelle. Plus ils sont instruits, moins ils sont compétents en communication dans leur langue maternelle. En majorité, ils ignorent les proverbes et maximes du terroir, ainsi que les formules de courtoisie et de préséance en usage au village. Avec la scolarisation qui se généralise dans les langues européennes dès le bas âge, accompagnée de la désaffection relative pour les langues africaines, il y a lieu de se demander si l'on ne s'achemine pas vers un appauvrissement de nos langues, pour ne pas dire vers la mort de nos langues locales. L'historien guinéen Djibril Tamsir Niané rapportait au cours d'une conférence qu'il est établi par les spécialistes qu'environ 6500 langues sont parlées aujourd'hui dans le monde et que l'Afrique à elle seule en compte 2000. Les spécialistes estiment selon lui que d'ici un siècle, 50% de ces langues vont disparaître du fait de l'uniformisation déclenchée par la mondialisation, qui va frapper de plein fouet certaines langues, particulièrement celles de l'Afrique, pour laisser l'hégémonie à quelques grandes langues que l'on peut deviner déjà. Cette tendance devrait préoccuper et inquiéter au plus haut point l'élite africaine, susciter une prise de conscience et servir de déclic pour une réflexion approfondie sur les conditions de retour à la promotion et à l'enseignement des langues africaines. Dans le domaine du choix des noms de baptême des enfants. En Afrique, de nombreuses considérations présidaient dans le passé au choix des noms donnés aux enfants à la naissance. Il serait fastidieux de les passer en revue ici, en raison de leur étendue et de leur complexité. Nous nous bornerons à évoquer le cas de celle de la Guinée forestière que nous connaissons le mieux, pour en dégager les tendances actuelles. En effet, dans les temps anciens, chez les Capelles par exemple, on y distinguait de façon générale les petits noms d'enfants à la naissance, puis les noms d'adultes attribués seulement après le rite d'initiation en forêt sacrée qui intervenait habituellement entre 15 et 17 ans. Cette règle était valable aussi bien pour les garçons que pour les filles. Les petits noms d'enfants se donnaient en fonction du rang de naissance. Chez les garçons, ils étaient fixés comme suit. Les petits noms des filles s'établissaient comme suit. Au sortir des rites initiatiques en forêt sacrée, les initiés perdaient leur petit nom d'enfant, pour recevoir des noms nouveaux, fixés sur la base de leurs traits caractéristiques au plan physique, ou en fonction des éléments dominants de leur personnalité ou de leur comportement social observé au cours de leur vie pré-initiatique. En voici quelques exemples chez les garçons.
Le nom Moriba était donné au garçon de teint clair, Foromo ou Yagbaoro à celui qui était grand de taille. Au plan du trait de la personnalité, le garçon grand parleur, reconnu pour son éloquence, recevait le nom Fassou, tandis que l'adolescent qui s'illustrait par son habileté pratique dans le métier prenait le nom Nyeleke. Chez les filles, le nom Tokpa Oulon était donné à celle de teint clair, Kapini à la fille de teint noir, Annie ou Séni, à celle qui était reconnue belle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.